Le 21 mai 2024, un vol de Singapore Airlines rencontre des turbulences imprévues au-dessus du bassin de l'Irrawaddy au Myanmar, l'ex-Birmanie. Nous n'avons même pas eu le temps de comprendre qu'il s'agissait de turbulence. Les gens hurlaient, ils paniquaient. On se dit qu'on va mourir. Une baisse d'altitude soudaine projette les passagers et l'équipage à travers la cabine. Les gens ont été éjectés de leur siège vers le plafond et sont retombés violemment. Des dizaines d'entre eux sont blessés à la tête ou au cervical. Plein de gens avaient des plaies terribles à la tête. Du sang coulait sur leur visage. Ce documentaire analyse minute par minute l'incident du vol SQ321. Si je me tiens ici, ma tête va aller heurter le plafond. Ce qu'ont vécu les passagers. Partout où vous regardiez, quelqu'un avait besoin d'aide. Et le sang-froid qui a permis un atterrissage en sécurité. C'est le type de turbulence le plus difficile. Vous ne pouvez pas les prévoir. Nous nous plongerons dans la science des turbulences. L'environnement se réchauffe. Nous allons donc observer une augmentation des turbulences. Et découvrirons les innovations qui garantissent notre sécurité. On m'a raconté que certaines ailes peuvent se tordre à tel point que les extrémités se touchent et elles ne cassent toujours pas. Devant le nombre croissant d'incidents liés aux turbulences, chaque passager d'avion devrait regarder ce documentaire. C'est le genre de moment qui reste gravé dans votre esprit à jamais. À Londres, le vol SQ321 de Singapore Airlines, à destination de Singapour, est sur le point de décoller avec à son bord 211 passagers et 18 membres d'équipage. Je suis arrivé à l'aéroport en avance. Je suis habitué à voyager et tout était comme d'habitude. Ce trajet, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, va bientôt se transformer en une expérience éprouvante. Je me suis assis à ma place. Le passager à côté de moi a engagé la conversation, comme cela arrive souvent. Je ne savais pas que quelques heures plus tard, nous partagerions cette horrible expérience. Nous partions en voyage pour notre lune de miel. Nous attendions ce jour avec impatience. Les 10 premières heures de vol sont passées très vite. Nous pensions être bientôt chez nous. 90 minutes avant son arrivée à Singapour, le vol SQ321 survole paisiblement le bassin de l'Irrawaddy au Myanmar, à plus de 11 000 mètres d'altitude. Les lumières sont rallumées et le personnel de cabine s'apprête à servir le petit déjeuner. Les passagers vont aux toilettes et se dégourdissent les jambes. Détail important, beaucoup ont détaché leur ceinture, inconscients du danger qui les attend. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur. Tout le monde se levait pour aller aux toilettes. Tout avait l'air normal. Soudain, au bout de 10 heures de vol, cette tranquillité est violemment interrompue. Nous avons senti des secousses terribles. Tout s'est mis à trembler. Nous avons immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. L'avion rencontre d'importantes turbulences. Il est soudain poussé vers le haut. Les passagers et l'équipage n'ont pas le temps de réagir. Je n'ai pas compris qu'il s'agissait de turbulence. J'ai cru que l'avion était entré en collision avec quelque chose ou que le moteur avait un problème. Pris dans un courant ascendant, l'avion est poussé de près de 120 mètres vers le haut, ce qui entraîne de violentes vibrations. Les passagers sont comme écrasés sur leur siège. Je me souviens de l'avion qui monte, des moteurs qui vrombissent. Il était évident que ce n'était pas un événement anodin. Je ne crois pas qu'il y ait eu des signes avant-coureurs de ce qui allait se passer. L'appareil est contrôlé par le pilote automatique qui tente de le faire redescendre à son altitude de croisière de 11 300 mètres. L'avion prend de la vitesse. Le pilote actionne les aérofreins et rallume le signal lumineux des ceintures de sécurité.
Mais à peine 8 secondes plus tard, les choses prennent un tournant terrifiant. À l'instant même où j'ai rattaché ma ceinture de sécurité, l'avion a soudain plongé dans le vide. L'avion rencontre de nouvelles turbulences. Mais cette fois, il tombe de 54 mètres en moins de 5 secondes. Les gens ont été éjectés de leur siège vers le plafond. Mes pieds se sont retrouvés en l'air, devant moi. J'ai senti ma ceinture qui me retenait par la taille. Ma tablette s'est envolée et m'a heurté à la tête. Les passagers qui n'ont pas eu le temps de se rattacher sont projetés violemment vers le plafond. C'est le chaos dans la cabine. Ce jour-là, je me souviens que j'étais comme collé au plafond. Je voyais des gens en l'air comme moi. À partir de cet instant, j'ai ressenti une immense douleur. Les gens hurlaient et criaient. À ce moment-là, c'est la confusion totale. Ma femme faisait une crise de panique. Et j'essayais de la réconforter en lui disant que tout allait bien se passer. Mais intérieurement, je pensais qu'on n'allait pas s'en sortir. Les panneaux situés au-dessus des sièges sont arrachés, faisant tomber les masques à oxygène. Même les coffres à bagages sont endommagés par les passagers qui se cognent dedans. Lorsque l'avion cesse de tomber, les passagers collés au plafond s'écrasent au sol. Que vient-il de se passer? La réponse tient aux forces gravitationnelles ressenties à cause des turbulences. Si je suis ici, assis dans cet avion, et que cet avion est en mouvement, je me déplace à la même vitesse et dans la même direction que l'avion. Si l'avion change subitement de direction, mon corps essaie de rester au même endroit. Donc si l'appareil tombe subitement, mon corps essaie de rester à la hauteur où il était. Sur le vol de Singapore Airlines, certaines personnes étaient assises, mais d'autres étaient debout, comme moi, en train d'aller aux toilettes au bout de l'allée. Si je me tiens ici, ma tête va aller heurter le plafond. Et lorsque l'appareil retrouve sa portance, je viens m'écraser au sol. Bien sûr, il y a des sièges, il y a les autres passagers. Donc, les blessures sont inévitables. J'ai gardé les yeux fermés la majorité du temps. Je me disais que si je mourais, il valait mieux que j'ai les yeux fermés. Je pense que mon cerveau m'a fait occulter la réalité du moment. Je pensais que c'était la fin pour nous. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux et j'ai regardé mon mari. J'ai lu la terreur sur son visage. Cela a dû être absolument terrifiant. J'ai regardé les chiffres. À un moment, l'appareil a chuté de 54 mètres en 4,6 secondes. Ce qui correspond à une vitesse moyenne de 42 km/h en chute libre. Si vous n'êtes pas attaché, c'est extrêmement violent. Les pilotes reprennent le contrôle de l'appareil manuellement. L'incident n'aura duré qu'1 minute, mais il laisse derrière lui une cabine ravagée et plusieurs blessés parmi les passagers et l'équipage. J'ai regardé derrière moi pour voir comment tout le monde allait. C'est là que j'ai compris l'ampleur des dégâts. Plein de gens avaient des plaies terribles à la tête. Du sang coulait sur leur visage. Autour de nous, c'était le chaos complet. L'intérieur de l'avion était très endommagé. C'était un désastre. On se serait cru dans un film quand on voit un avion s'écraser. Beaucoup de membres de l'équipage boitaient. Ils étaient blessés. Il y avait une personne par terre. Je ne la voyais pas, mais je voyais des gens se précipiter vers elle pour lui faire un massage cardiaque.
Au milieu de ce chaos terrifiant, un passager a fait un arrêt cardiaque. Il s'agit désormais d'une situation d'urgence. Les pilotes doivent dérouter l'appareil et se poser dès que possible. Dans ce genre de situation, vous savez que vous n'avez aucun contrôle. Vous ne pouvez rien faire. Nous avons juste prié pour rentrer chez nous sains et saufs. Beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti des turbulences en avion. Mais de quoi s'agit-il exactement? Les turbulences désignent tout ce qui va perturber le flux d'air. Ce qui se produit, c'est que l'air ne circule plus dans une seule direction, ni à la même vitesse. Si le flux d'air se déplace, l'avion va essayer de le suivre. C'est ce qui donne cette sensation désagréable lorsqu'on est à bord à ce moment-là. Le pilote a également du mal à bien contrôler son appareil. Il existe 3 causes principales de turbulences. La première, bien sûr, c'est lorsqu'on traverse un orage. En général, on évite. La deuxième, plus surprenante, c'est lorsqu'on survole une chaîne montagneuse. Et puis, il y a une troisième catégorie, ce qu'on appelle les courants de jet, qui peuvent devenir instables et créer des turbulences invisibles. Ce sont ce type de turbulences que le vol SQ-321 aurait rencontré. La meilleure façon de le décrire, c'est de penser aux traînées de condensation derrière les avions. Parfois, on les voit qui deviennent ondulées. Rien d'autre autour ne laisse penser qu'il y a des turbulences dans l'air. Mais si vous voyez des traînées ondulées, vous savez qu'il y a des turbulences. Les turbulences invisibles sont simplement des turbulences dont on ne voit pas la cause. Les gros avions de ligne sont équipés de radars météo situés dans le nez de l'appareil afin de détecter le mauvais temps. Mais pourquoi les turbulences invisibles sont-elles si difficiles à détecter? Tout est dans le nom. S'il n'y a aucun nuage, ni aucune traînée, elles sont littéralement invisibles. Non seulement à l'œil nu, mais également pour les radars. Les instruments de bord s'appuient sur les gouttes d'eau en suspension dans les nuages pour renvoyer le signal radar à l'appareil et détecter les turbulences. C'est pour cela que c'est dangereux. Cela peut survenir à tout moment. Vous ne les détectez qu'au moment où vous entrez dedans. Sur le vol SQ-321 de Singapore Airlines, le personnel de cabine s'occupe des blessés et tente de restaurer le calme. C'était une scène de guerre. Partout où vous regardiez, quelqu'un avait besoin d'aide. L'oreille coupée, du sang sur sa chemise, ou bien quelqu'un en pleurs. Les pilotes réenclenchent le pilote automatique. Leurs milliers d'heures d'entraînement au vol leur ont permis d'avoir les bons réflexes dans ce type d'incident. Tous les 6 mois, les pilotes doivent suivre une formation obligatoire portant sur la maintenance et les situations d'urgence, comme les turbulences sévères. Je stabilise, je règle la poussée, et nous allons entamer notre virage à gauche pour mettre le cap sur Bognor. À l'aéroport de Luton, l'instructeur Ryan Visser utilise un simulateur de vol à plusieurs millions d'euros pour entraîner les pilotes à réagir face à des turbulences invisibles. Nous sommes à bord d'un Airbus A320, du moins sa version simulée. C'est une simulation sur 6 axes. La plateforme mobile est en dessous de nous. Une fois que nous prenons le contrôle de l'appareil, nous sentons une version simulée de ce qui se passerait à bord d'un véritable avion. Pour cette démonstration, je vais demander à Vought s'il peut introduire quelques turbulences modérées. L'entraînement commence avec des turbulences peu importantes. La cabine tremble alors que l'appareil traverse des nuages en bordure d'un orage. Vous commencez à sentir les effets des turbulences modérées. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà assez difficile de contrôler son appareil. Nous allons rester en pilote automatique le plus longtemps possible. Les protections sur ce type d'appareil sont très performantes. Nous avons perdu de l'altitude. C'est pour cela
qu'une alarme s'est déclenchée. Nous avons perdu 55 mètres d'altitude. Ryan fait maintenant ce qu'aucun pilote ne ferait en temps normal. Il se dirige vers le cœur de l'orage pour nous montrer à quoi ressemblent des turbulences sévères comme celles que le vol SQ-321 a rencontrées. Ryan sait ce qui l'attend, contrairement aux pilotes de Singapore Airlines qui ont été pris par surprise par des turbulences invisibles et indétectables. La vitesse R commence à varier. Nous commençons à perdre et à reprendre de l'altitude. La vitesse de descente est à 300 mètres par minute. Ces turbulences sont dangereuses car elles sont imprévisibles. On ne peut pas les voir, comme leur nom l'indique. À partir de 150 à 300 mètres par minute de vitesse ascensionnelle, ça devient très compliqué. Voilà. Ce sont les turbulences les plus sévères que l'on peut simuler sur cet appareil. Il s'agit d'une simulation, mais les effets sur l'appareil sont les mêmes que ceux des turbulences rencontrées par le vol SQ-321. Alors, quelle a été la réaction des pilotes? Quand ils ont réalisé qu'ils étaient dans une zone de turbulence, la première chose qu'ils ont faite a probablement été d'appuyer ici pour allumer le signal lumineux des ceintures de sécurité. Ensuite, ils ont probablement désactivé le pilote automatique avant de tenter de remettre l'appareil en douceur dans sa position de vol initiale. Ensuite, leur but était simplement de garder le contrôle de l'appareil. Ce qu'ils ont pu faire également, c'est essayer de contourner ou de s'échapper de la zone de turbulence. Un peu plus tard, ils ont réduit leur altitude et modifié leur itinéraire pour se poser rapidement, afin que les personnes blessées puissent être soignées. La réaction des pilotes permet de stabiliser rapidement l'appareil. Certes, les dégâts causés par les changements d'altitude rapides de l'avion ont été terribles, mais les pilotes ont évité un drame potentiellement bien plus grave. La situation a été très difficile à gérer pour les pilotes de Singapore Airlines. C'était un vol tranquille et soudain, il y a eu cette énorme variation d'altitude. Ils ont eu très peu de temps pour réagir. Imaginez que vous êtes en voiture, sur une route parfaite, vous roulez à la vitesse maximale autorisée, tout va bien et soudain des trous apparaissent sur la route. Cela vous donne une idée des difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Le vol SQ-321 nous montre à quel point les turbulences peuvent être dangereuses pour les passagers. Mais dans quels endroits du globe sont-elles les pires? Vous auriez du mal à trouver un seul coin de l'atmosphère dans lequel il n'y a aucune turbulence. Tous les types de turbulences sont potentiellement dangereux pour les aéronefs. Il y a quelque temps, un avion cargo survolait les montagnes rocheuses aux États-Unis et il a rencontré des turbulences très importantes. Les pires que l'on puisse rencontrer, celles que l'on qualifie d'extrêmes. La plupart des pilotes n'en feront jamais l'expérience, même s'ils passent 40 ans à voler. Ces turbulences étaient si puissantes qu'en plein vol, l'un des 4 moteurs s'est détaché et s'est écrasé au sol. C'est un événement extrêmement rare. L'appareil a réussi à se poser sans plus de dégâts, mais ce genre de choses peut arriver. À bord du vol SQ-321, le personnel de bord, également très secoué, s'occupe des blessés. Jeffrey Kitchen, un passager britannique, a fait une crise cardiaque pendant l'incident. Le personnel de Singapore Airlines a d'abord pensé aux passagers. Désolé. Ils n'ont pas perdu une seconde pour nous venir en aide, sans penser à eux. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour soigner les blessés. Désolé, je ne pensais pas que je serais aussi ému. La plupart des passagers sont traumatisés par ce qu'ils viennent de vivre. Mais au milieu du chaos, le personnel de cabine tient son rôle en tentant de rétablir le calme.
Lors d'une urgence, même si tout dépend du type d'urgence puisqu'on est dans un avion, les gens se divisent généralement en deux catégories. La plupart sont conciliants. Ils suivent les règles comme il leur a été demandé lors de l'explication des consignes de sécurité. Mais certains paniquent et deviennent irrationnels. Et ça, c'est très compliqué à gérer pour le personnel de cabine. Tous les membres d'équipage suivent une formation rigoureuse aux procédures de sécurité et à l'assistance aux passagers. Les gens ne réalisent pas ce qui se passe en coulisses. Nous ne sommes pas là juste pour servir du thé ou du café. Nous ne sommes pas des serveuses du ciel. Nous sommes là pour la sécurité et la protection des passagers. Avant chaque vol, il y a une réunion au cours de laquelle on nous pose des questions aléatoires sur les procédures de soins. Si on n'a pas la réponse, on ne part pas. Donc, il faut tout connaître sur le bout des doigts. Les membres du personnel de cabine sont donc là pour assurer la sécurité des passagers. Mais en cas de turbulence, ils sont les plus exposés car ils sont souvent debout pendant le vol. Nous étions sur un vol entre Cuba et Manchester. Tout était normal. On ne nous avait rien signalé de particulier. Aucun danger, tout allait bien. Je ramenais le chariot de service quand j'ai commencé à sentir des secousses. Soudain, on a entendu « PNC à vos postes, assis, attachés ». Avant même que l'on puisse réagir, l'avion a grimpé de 150 mètres en à peine 3 secondes. Malheureusement, à ce moment-là, j'ai fait un pas en avant. L'impact du sol avec mon pied m'a cassé la cheville. J'ai regardé vers le bas et j'ai compris que c'était très sérieux. Eden souffre d'une fracture complexe à la jambe et à la cheville, provoquée par le changement brusque des forces gravitationnelles dû au même type de turbulences invisibles que le vol SQ-321 a rencontré. J'ai passé 7h30 allongée au fond de la cabine. Mes collègues se sont occupés de moi tout en continuant à assurer leur service. Ce qu'ils ont fait était incroyable. J'étais en confiance car je savais qu'on allait s'occuper de moi. Eden a subi 3 opérations de la jambe et a passé 14 jours à l'hôpital. Aujourd'hui encore, 5 ans plus tard, elle doit suivre un traitement régulier. Heureusement, l'os n'a pas percé la peau. Mais j'ai vu qu'il était complètement sorti de l'articulation. Je voyais le dessous de ma chaussure. Mon pied était tordu et l'os partait dans l'autre sens. Bien sûr, le personnel navigant est formé pour réagir en cas de turbulence. En tant que personnel navigant commercial, nous sommes formés spécifiquement aux turbulences. Nous inspectons la cabine pour voir si tout le monde est attaché et si les sacs sont bien rangés. Le commandant de bord sait ainsi que même si l'appareil subit des secousses, la cabine est sécurisée et personne ne risque d'être blessé. Bien sûr, si les turbulences sont sévères et soudaines, le personnel navigant doit s'asseoir et s'attacher immédiatement. Nous pouvons ensuite faire une annonce depuis notre siège pour dire aux passagers de s'attacher s'ils ne l'ont pas déjà fait. Si le personnel de cabine est préparé aux turbulences, ce n'est pas le cas des passagers. Pour ceux qui ont déjà peur de prendre l'avion, les turbulences peuvent être traumatisantes. Ils vont s'agripper à leur siège. Ils vont s'assurer que leur ceinture est bien attachée. Les turbulences affectent les personnes différemment. C'est une question de contrôle. Ils ne contrôlent pas l'appareil. Ils doivent faire confiance à quelqu'un d'autre pour gérer la situation. C'est généralement ce qui exacerbe les peurs. À bord du vol SQ-321, les pilotes ont repris le contrôle de l'appareil et demandent un atterrissage d'urgence dans l'aéroport le plus proche pouvant les accueillir, celui de Bangkok. Le pilote a fait une annonce via les haut-parleurs pour dire qu'en raison des multiples blessés, ils allaient dérouter l'avion et que du personnel médical nous attendait à l'atterrissage. À l'atterrissage, la cabine est sans dessus-dessous. C'est là que nous avons réalisé la violence de l'incident. Il y avait des plateaux repas et des magazines partout sur le sol. Alors que l'on nous évacuait, je me suis retourné pour prendre une photo de l'avion. C'était assez incroyable de voir cet énorme engin posé sur le tarmac et de se dire qu'une heure avant, il avait été secoué en plein air comme
Un vulgaire jouet en plastique. C'était extraordinaire comme image. 104 passagers sont blessés. Leurs affaires sont éparpillées dans tout l'avion. Vu de l'extérieur, l'avion semble pourtant intact. Il faut bien noter que les dégâts sont exclusivement internes. Ils ont été causés par les personnes qui ont heurté les parois de la cabine. Il est très important de souligner que la structure de l'appareil n'a pas été endommagée par les turbulences. Comment l'avion a-t-il résisté à ces violentes secousses au-dessus du Myanmar? La structure des avions est conçue pour résister à tous les types de turbulences que l'on peut rencontrer. Chaque appareil doit prouver qu'il est capable de voler dans n'importe quelle condition. Quand un nouveau modèle d'avion est conçu, il subit toute une série de tests. L'un de ces tests est appelé test de flexibilité des ailes. Comme le nom l'indique, vous tordez les ailes au-delà de ce que pourraient leur infliger les turbulences les plus sévères que l'appareil serait susceptible de rencontrer. Les ailes sont traditionnellement faites d'un alliage d'aluminium spécifique à l'aéronautique afin d'être solides, légères et flexibles. Ces images d'un test de 2013 montrent les ailes d'un Airbus capable de se tordre sur plus de 5 mètres, confirmant leur capacité à résister à des turbulences sévères. Aujourd'hui, les constructeurs utilisent du plastique combiné à de la fibre de carbone pour rendre les ailes encore plus flexibles. On m'a raconté que certaines ailes peuvent se tordre à tel point que les extrémités se touchent et elles ne cassent toujours pas. Les avions modernes doivent subir des tests de résistance correspondant au moins au double des forces auxquelles ils seront soumis. Lors des turbulences, les ailes ne peuvent pas se casser parce qu'elles sont conçues pour résister à pire. Si je regarde par le hublot et que je vois l'aile se tordre, je devrais me dire « Bon sang, les hommes et les femmes qui ont construit ces appareils sont de brillants ingénieurs », plutôt que de me dire « Oh mon Dieu, on va tous mourir ». Leur conception à la pointe de la technologie et les tests rigoureux qu'ils subissent signifient qu'aucune turbulence ne provoquera la chute d'un avion. Aucun avion de ligne n'a subi d'accident fatal en 2023. C'est une réussite extraordinaire. Historiquement, l'aviation n'a jamais été aussi sûre. Pourtant, même les scientifiques les plus aguerris peuvent réagir comme le commun des mortels quand leur avion se met à faire des bonds incontrôlés. Quand vous sentez que vous vous soulevez de votre siège, toutes les équations, les maths et les théorèmes scientifiques passent à la trappe. On revient à un état primitif. Notre cœur s'emballe. Même les spécialistes des turbulences ne sont pas immunisés contre la peur en avion. C'est une confession que je vous fais là. Quelques semaines après les événements tragiques du vol SQ-321, un autre incident impressionnant confirme la résilience des avions modernes. Le 9 juin 2024, un avion d'Austrian Airlines traverse une tempête de grêle inattendue lors de sa descente vers l'aéroport de Vienne. L'incident de Vienne est très intéressant. Je n'avais jamais vu de dégâts semblables sur le nez d'un avion auparavant. L'avion traverse des turbulences, semant la panique chez les passagers. La compagnie aérienne déclarera plus tard que le radar de bord n'a pas détecté la tempête. Peut-être que le radar n'a pas fonctionné, ou peut-être que c'était un cas extrêmement rare où la tempête n'était pas assez grosse pour être détectée. La grêle arrache le fuselage du nez de l'appareil. Mais les dégâts ne sont pas aussi importants qu'il y paraît. Le fuselage du nez n'est là que pour l'aérodynamisme. Il protège le radar météo de l'avion. Il est très léger et il n'a pas besoin d'être particulièrement résistant. La grêle endommage également le pare-brise du cockpit. Et ça, à mon avis, ça présente beaucoup plus de danger. Les vitres ont résisté aux impacts de la grêle, mais cela aurait pu être dramatique. En 1990, un pilote de British Airways est aspiré hors du cockpit après l'explosion d'une vitre. Il a détaché sa ceinture de sécurité peu après le décollage. Il survivra grâce à un collègue qui le retient par la jambe, tandis que l'appareil se pose en urgence. Sur le vol d'Austrian Airlines, les vitres endommagées empêchent les pilotes de voir la piste d'atterrissage. Ils doivent s'appuyer sur le pilote automatique pour se poser en toute sécurité. C'était assez extrême. Je n'avais jamais rien vu de tel.
Mais il s'est posé sans encombre. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, surtout si on a peur en avion. Même un appareil endommagé peut se poser en toute sécurité. Si les ingénieurs ont fait d'énormes progrès pour sécuriser la structure des avions, il existe peu de protection pour les passagers projetés à travers la cabine par les turbulences. Lorsque nous concevons des avions, la sécurité est la première chose à laquelle nous pensons. La deuxième est probablement la réduction du poids total de l'appareil. L'intérieur est pensé pour avoir une masse minimale. C'est pour cela que vous ne trouverez pas de rembourrage sur les parois au cas où quelqu'un se cognerait dedans lors des turbulences. Sur l'aéroport de Bangkok, les passagers du vol SQ321 les plus sévèrement touchés sont évacués sur des civières. Des gens avaient du sang sur eux, sur le visage, sur la tête. Dans la cabine, on voyait des traces de choc au plafond. Les masques à oxygène pendaient. Il y avait du sang sur la coudoir devant moi. C'est là que j'ai réalisé la gravité de l'incident. Après l'atterrissage, une femme derrière nous a fait un malaise. Ils nous ont dit qu'elle était sous le choc. Tous ces gens ensanglantés et blessés, c'était vraiment la pire chose qu'on puisse imaginer voir dans un avion. Je pouvais marcher, mais je restais un peu plié en deux. Nous sommes finalement descendus de l'avion et j'avais toujours mon oreiller cervical autour du cou. Ils m'ont dit de le garder et de ne pas bouger le cou parce que j'avais très mal au dos. C'est drôle parce qu'en fait, je pense qu'il m'a sauvé la vie, car j'avais une vertèbre fracturée. J'avais des bleus sur les cuisses à cause de ma ceinture de sécurité. Je ne les ai vus qu'en rentrant chez moi. Sinon, je n'ai pas été blessée justement parce que ma ceinture était attachée. Jeffrey Kitchen, qui a fait une crise cardiaque pendant ce terrible incident, est malheureusement décédé. De nombreux autres passagers sont grièvement blessés. Certains en garderont des séquelles. Ils sont transportés en urgence à l'hôpital Samithivesh Srinakarine de Bangkok. Dans notre hôpital, nous avons accueilli 71 patients. 41 d'entre eux ont été admis en soins intensifs, répartis dans 2 salles. Je crois que ce jour-là, 30 médecins et plus de 200 infirmiers et infirmières ont été mobilisés. Les blessures les plus graves concernent les vertèbres dorsales et cervicales des passagers qui ont été projetés violemment contre les coffres à bagages. Beaucoup étaient blessés au niveau de la colonne vertébrale. Nous avons dû effectuer 9 opérations en urgence. Nous avons opéré toute la nuit en continu. Les passagers dont la ceinture était attachée s'en sortent relativement indemnes. J'étais heureux d'être sain et sauf. Je n'étais pas blessé. Je n'ai eu que quelques bleus au niveau de la taille, une bosse sur la tête et une petite griffure sur la jambe. Il était 7 heures du matin. Je suis allé prendre une douche. En me déshabillant, j'ai vu du sang sur mes vêtements, sur l'arrière de mon pantalon. Je ne l'avais pas remarqué. Ce n'était pas mon sang. Je ne sais pas à qui il était. Je me suis mis sous la douche et j'ai pleuré. L'incident fait rapidement les gros titres de la presse internationale. Il semble que les cas de turbulences sévères soient de plus en plus communs. Les passagers partagent régulièrement ces expériences terrifiantes sur les réseaux sociaux. Nous en entendons parler plus souvent, mais les turbulences sont-elles vraiment plus fréquentes qu'avant ? Depuis que les satellites se sont mis à observer l'atmosphère, dans les années 1970, on a constaté une augmentation nette du nombre de turbulences atmosphériques. Si l'on prend l'exemple de l'Atlantique Nord, qui est un couloir aérien très emprunté, sur 3 zones de turbulence invisibles sévères, on sait que l'une d'entre elles est due au changement climatique. Les 2 autres étaient déjà présentes.
Pour faire simple, ce que l'on fait avec le changement climatique, c'est que l'on introduit plus d'énergie dans l'atmosphère. Et plus d'énergie signifie plus de turbulences. Si le changement climatique continue sur sa lancée, bientôt, nous observerons que 2 zones de turbulence sur 3 y sont liées et qu'une seule se trouve là naturellement. Cette augmentation de 50% des turbulences sévères depuis les années 1970 a également entraîné une hausse des accidents sur les vols commerciaux. Entre 2011 et 2024, on a dénombré 248 cas de turbulences où au moins un passager a été blessé. Presque aucune compagnie aérienne n'est épargnée par les turbulences. En juillet 2024, 30 passagers sont blessés lorsqu'un avion d'Air Europa se rendant de Madrid à Montevideo traverse une zone de turbulence au-dessus de l'Atlantique. Dans une scène insolite, un homme se retrouve coincé dans un des coffres à bagages après avoir été projeté en l'air. L'incident récent le plus grave a eu lieu à bord du vol HA-35 d'Hawaiian Airlines entre Phoenix et Honolulu en décembre 2022. 35 personnes sont blessées, dont un bébé de 14 mois. Un autre cas de turbulence sévère est enregistré à peine 5 jours après celui du vol SQ-321. Après des vacances en Thaïlande, un jeune couple irlandais embarque à bord d'un vol de Qatar Airlines. J'avais un casque sur les oreilles et je regardais un film pour passer le temps. Soudain, l'avion a chuté. On se serait cru dans des montagnes russes. J'ai senti mon estomac se soulever. C'était le chaos autour de nous. Personne ne savait ce qui se passait. La première personne que j'ai vue réagir, c'était une hôtesse de l'air. Elle s'est levée très vite et a dit à tout le monde d'attacher sa ceinture. Je me souviens juste que j'ai attrapé son bras et que j'ai dit « Ça va aller, tout va bien se passer », alors qu'on tombait. Quand tout s'est arrêté, il y a une seconde de silence. On entendait des gens pleurer, des bébés pleurer. Tout le monde regardait autour de lui en disant « Ça va, vous allez bien ?» Et puis moi aussi, je me suis mise à pleurer. Les passagers ne le savent pas encore, mais comme le vol SQ-321, leur avion a rencontré des turbulences invisibles. C'était une expérience terrifiante. Nous nous sommes rassurés en nous disant qu'au moins nous étions ensemble. Quoi qu'il arrive, nous pouvions nous tenir la main et tenter de nous en sortir. 12 personnes sont blessées. Le bilan aurait été bien plus dramatique si plus de passagers avaient eu leur ceinture détachée, comme c'est le cas sur le vol Singapore Airlines. Ça peut arriver sur n'importe quel vol. On était heureux de rentrer enfin en Irlande, sains et saufs. Tandis que notre monde se réchauffe et que les turbulences augmentent, des scientifiques tentent de trouver des solutions pour faire face à ce risque potentiel pour les passagers. À l'université de Cranfield, au Royaume-Uni, l'un des objectifs est de réduire l'impact même de l'aviation sur le réchauffement climatique. L'aviation est responsable du réchauffement climatique à hauteur d'environ 3%. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour réduire l'empreinte de l'aviation. L'un des moyens d'y arriver est de trouver des carburants plus écologiques. Le kérosène est un dérivé du pétrole brut et représente environ 6% de la production mondiale de carburant. L'une des solutions pour décarboniser l'aviation est d'utiliser l'hydrogène liquide comme vecteur d'énergie. Ainsi, nous n'aurons plus de rejet de CO2 comme avec le kérosène. Mais les avions de ligne actuels ne sont pas assez gros pour transporter l'énorme volume d'hydrogène liquide nécessaire même pour un vol très court. Il faudrait envisager une refonte totale du modèle basique de l'avion que nous connaissons depuis des décennies. Cet appareil présente un fuselage intégré. Il est très différent des avions de ligne actuels. Il est capable de transporter jusqu'à 800 passagers. Si on veut embarquer une grande quantité d'hydrogène liquide, il faut une configuration comme celle-là, avec un important volume intérieur qui laisse la place à de grands réservoirs.
Même si ce concept révolutionnaire est une solution, nous ne le verrons pas voler tout de suite. Il faudra peut-être attendre une vingtaine d'années avant de voir des appareils comme celui-là. Dans l'aéronautique, nous progressons très lentement pour être sûrs de maintenir toujours le même niveau de sécurité. Pour l'heure, les scientifiques essaient de trouver des moyens de mieux prévoir les turbulences pour permettre aux avions de les éviter autant que possible. Quand j'ai commencé à travailler sur les prévisions de turbulences il y a 20 ans, nous étions capables de prévoir avec précision environ la moitié de toutes les turbulences présentes dans le ciel. Aujourd'hui, nous en sommes à 75% de précision. Cette amélioration a été obtenue en combinant les technologies radar avec l'intelligence artificielle. Ils ont des radars au sol qui leur permettent de détecter la formation d'orages dans une zone donnée. Et ils ont des radars à bord des avions. Ensuite, en fonction de ces données radars, un modèle utilisant l'intelligence artificielle est capable de prédire les mouvements de convection atmosphérique et la présence de turbulences. Bien que le ciel du Myanmar soit connu pour être une zone de turbulence en raison de sa proximité avec l'équateur, où la pression atmosphérique est plus basse, le pays ne possède pas de radar suffisamment performant pour les détecter. Les pilotes ne disposaient pas de ce type d'informations et ont dû se fier uniquement aux radars présents dans le nez de leur avion et aux images satellites. Les pilotes de Singapore Airlines n'ont pu se fier qu'à leur radar de bord, incapables de détecter les turbulences invisibles, ce qui explique sans doute l'incident du vol SQ-321. Tout est arrivé si vite. Comme si on s'était retrouvé sans le savoir dans un grand 8. De meilleures infrastructures, une coopération plus étroite entre les services de contrôle aérien des différents pays et une amélioration des modèles informatiques permettront sans doute des prévisions plus précises dans les années à venir. Je vais peut-être regretter d'avoir dit ça si jamais ça ne se produit pas, mais je pense qu'on peut faire des progrès conséquents en matière de prévision pour conquérir ces derniers 25% de turbulences qu'aujourd'hui on ne peut pas prévoir. Une zone de turbulence sur 4 reste donc imprévisible. Alors que peuvent faire les ingénieurs pour adoucir les secousses en vol? Une entreprise australienne développe un système de volets capable de s'ajuster pour compenser les effets des turbulences. Notre solution consiste à contrer les turbulences de façon dynamique. Comme le font les oiseaux en permanence, nous adaptons la forme des ailes à l'aide de petits volets pour avoir des forces constantes. Imaginez que vous êtes à bord d'un avion secoué de haut en bas. Les ailes adoptent un mouvement inverse qui compense parfaitement ces secousses et vous passez un vol tranquille. Dans cette simulation par ordinateur, l'avion de droite est secoué par des turbulences modérées. À gauche, le vol est bien plus fluide car des capteurs de pression détectent la moindre turbulence, même invisible, à l'avant des ailes. Ces capteurs contrôlent en continu le mouvement des volets à l'arrière des ailes pour s'adapter aux changements dans le flux d'air. Nous essayons d'améliorer la réactivité pour arriver à 1/10, voire quelques centièmes de seconde, pour que les capteurs situés à l'avant de l'aile détectent non seulement les turbulences, mais de quel type de turbulence il s'agit. Pour l'instant, ce système est proposé sur les petits avions, mais l'objectif est de l'adapter aux gros avions de ligne d'ici 10 à 15 ans et d'éviter ainsi les tragédies comme celle du vol SQ-321. Même sur un avion comme celui-là, les secousses seraient grandement réduites. Elles ne disparaîtraient pas complètement, mais personne ne serait plus jamais projeté au plafond. 3 semaines après l'incident du vol SQ-321, l'état de santé de Iago Pereda lui permet enfin de rentrer en Espagne. Mais sa femme et lui doivent désormais trouver le courage d'embarquer à nouveau pour un vol long courrier. Au bout de 2h30 de vol, les turbulences ont recommencé. C'était horrible. Elles ont duré pendant 5 heures. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Se rétablir physiquement est évidemment le plus important. Mais plus jamais je ne serai capable de profiter d'un vol en avion. Pas avec toutes ces turbulences. En dehors de cet aspect psychologique, il faudra plusieurs semaines pour que les douleurs cervicales de Iago disparaissent complètement. Là-bas, les docteurs m'ont dit qu'il me faudrait 2 à 3 mois pour revenir à la normale. En ce qui concerne le sport, ça va dépendre. Entre 4 et 6 mois. Les autres passagers doivent également se remettre du traumatisme qu'ils ont vécu au-dessus du Myanmar.
Les personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, que ce soit dans un avion ou ailleurs, dans lesquelles elles n'avaient aucun contrôle, conservent ce sentiment négatif associé aux turbulences. Je vis à Londres, sous un couloir aérien. Maintenant, ça va mieux, mais au début, le bruit des avions me rappelait constamment ce qui s'était passé. Maintenant, dès que je sens la moindre turbulence, je ressens une panique immédiate. J'ai peur que ça tourne mal. Cela va demander un certain effort psychologique pour pouvoir reprendre l'avion régulièrement. J'ai des images qui me reviennent régulièrement. C'est le genre de moment qui reste gravé dans votre esprit à jamais. 6 semaines après l'incident, 3 personnes sont toujours hospitalisées à Bangkok. La Convention de Montréal prévoit que les compagnies aériennes doivent dédommager toute personne blessée lors de turbulences, qu'elles aient pu être évitées ou non. 20 jours après le vol, Singapore Airlines fait donc une offre à ses passagers. Singapore Airlines a très rapidement fait une proposition. Pour tous les blessés légers, nous sommes sincèrement désolés. Voici $10 000. Et ils ont augmenté la somme pour ceux qui avaient malheureusement été blessés plus grièvement par les turbulences. Face au réchauffement climatique et aux turbulences de plus en plus fréquentes, que pouvons-nous faire lorsque nous prenons l'avion pour éviter d'être blessés ? Quand vous prenez la voiture, vous ne vous dites pas « Oh, c'est un long trajet, je vais détacher ma ceinture ». Ça n'aurait aucun sens. Alors pourquoi le faire dans un avion? Gardez votre ceinture attachée, elle est là pour vous protéger. Peu importe si le signal lumineux est allumé ou non, gardez votre ceinture. Évidemment, vous pouvez aller aux toilettes, mais quand vous revenez à votre place, rattachez-la. Même si elle n'est pas très serrée, elle vous empêchera d'être projeté au plafond. J'ai réalisé un sondage sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question: la ceinture devrait-elle être obligatoire en avion, sauf quand on se rend aux toilettes? J'ai été très surpris. Parmi les personnes qui ont choisi de répondre, 5 sur 6 ont répondu « Oui, rendez-la obligatoire ». La meilleure chose à faire est d'avoir le moins d'objets possible avec soi. Si vous avez un ordinateur portable, rangez-le dans le coffre à bagages plutôt que de le poser à côté de vous où il pourrait s'envoler en cas de turbulence. Sinon, le meilleur conseil est celui que j'ai donné avant chaque décollage pendant 20 ans. C'est-à-dire, gardez votre ceinture attachée quand vous êtes assis à votre place. Je suis déterminé à ne pas arrêter de prendre l'avion. Je sais bien que je vais être à l'affût de la moindre secousse, du moindre mouvement, mais je m'assurerai que ma ceinture est bien attachée tout au long du vol.